Alors, on va parler des sujets des amidons, question qui revient souvent, fréquemment. Donc amidon est dans les tuberculeux, racines et dans certains fruits ou dans les céréales. Déjà, la dénomination commune pour les produits amidonnés, au niveau diététique, on appelle ça les féculents. Donc c'est un terme un peu fourre-tout dans lequel on va mettre tantôt les pâtes, tantôt le riz, tantôt les pommes de terre pour les aliments les plus consommés. Derrière féculents, il faut entendre aliments amidonnés. Les amidons, c'est des chaînes de sucre complexes qui sont propres essentiellement aux céréales. Donc on va parler des céréales, des produits racines et des fruits et sous quelles conditions ils peuvent être consommés et quelle est leur structure en amidon. Déjà la question, ce serait de se dire quand est apparue la consommation de céréales amidonnées dans l'histoire de l'humanité. Ça remonte à maximum 15-20 000 ans. Donc à l'échelle de l'humanité, c'est rien. Si l'humanité avait 365 jours dans une année, on dirait que ça a une dizaine d'heures. Donc c'est très 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 peu. Donc au niveau de la consommation humaine, c'est très 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 récent. Donc l'humanité a pu se développer sans ça. Et ça s'est développé avec la sédentarisation. Donc le besoin d'augmenter la nourriture par augmentation des ressources locales. C'est que quand on est en mouvement, on prend les ressources au fur et à mesure des pérégrinations, avec des avancées géographiques. Là, on l'a fait dans un but vraiment de domestiquer la nature pour augmenter la production. Donc, c'était pas fait, comme c'est toujours pas fait. Les céréales sont cultivées, ont été cultivées pour nourrir la population, mais nourrir au niveau du volume, mais pas pour des apports nutritionnels ou pour un système digestif spécifique. Si on parle de système digestif spécifique, on doit déjà parler de l'enzyme qui cherche à digérer l'amidon. Donc dans le corps humain, c'est l'amylase. Et l'amylase, elle est présente en très 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 petite proportion, à deux endroits, au niveau salivaire et au niveau du pancréas. Donc c'est au niveau salivaire où le travail de digestion de l'amidon se fait. Là, on remarque tout de suite qu'il y a une difficulté, c'est que les produits amidonnés sont cuits et donc très ramollis, donc on les mastique peu, que ce soit les pâtes, le riz, un petit peu le pain, parce qu'il y a une croûte, ou les pommes de terre, qu'on peut même prendre sous forme de purée, une, deux bouchées, ça s'en va. Donc très peu de contact avec l'enzyme amylase qui sert à digérer ces molécules de sucre complexes. Et il y a un petit peu de travail de compensation qui est fait par des sucres au niveau du pancréas, mais c'est très peu. Donc déjà, on voit qu'il y a une difficulté au niveau physiologique. Ensuite, on ne peut pas parler des céréales sans parler de deux facteurs très bloquants, que sont l'acide phytique et les minéraux, on va dire, acidifiants qui les constituent. Alors l'acide phytique, c'est un acide qui a la particularité, quand il est digéré par le système humain, de faire des phytates. Alors, par exemple, on va avoir, au lieu du zinc, on va avoir des phytates de zinc, au lieu du calcium, on aura des phytates de calcium, au niveau du magnésium, on aura du phytate de magnésium. Alors, en théorie, il y a des nutriments dans les grains des céréales. Ça, c'est la théorie. Donc, il y a tous les nutriments que je viens de nommer, en l'occurrence des minéraux. Sauf que quand ils sont activés dans la digestion, avec l'acide phytique présent dans le grain, ils sont déstructurés au niveau moléculaire et ça devient des phytates. Donc phytate de zinc, phytate de magnésium, phytate de calcium, phytate de enfin, etc., etc. Et donc le corps ne les reconnaît plus intégralement comme minéraux, donc ne peut pas les digérer. C'est pour ça qu'il y a toute une polémique de carence en zinc chez les végétariens, où on leur dit vous devriez manger encore plus de céréales, parce que dans les céréales il y a du zinc. Et le déficit se creuse encore plus, parce que le zinc ne peut pas être assimilé. Donc la plupart des minéraux dans les grains bruts des aliments ne peuvent pas apporter de nutriments par la présence de l'acide phytique. Alors, je détaillerai tout à l'heure le fait qu'on puisse en bénéficier d'une manière autre.
Si on revient en arrière, donc à cette époque première où on a domestiqué les céréales, on se rend compte que, alors il y a un indice en recherche scientifique qu'on appelle l'indice PRAL. L'indice PRAL, c'est Potential Renal Acid, et L, je sais plus quoi. Je sais plus ce que c'est. En gros, c'est la capacité des reins à neutraliser les charges acides. Et donc cet indice PRAL, on l'a analysé avec des recherches anthropologiques et scientifiques sur nos ancêtres. Et aujourd'hui, et puis on a fait le point à comment ça s'était passé au moment de l'arrivée des céréales. Et ben, il y a eu beaucoup plus d'acides, beaucoup plus d'acides qui sont rentrés dans le corps humain, et surtout on a vu les premiers phénomènes de perte de densité osseuse, de caries, etc., etc. La densité osseuse de nos ancêtres il y a 20-30 000 ans, donc pas si éloigné, était au minimum 30% supérieure à la nôtre. Donc quand on dit densité osseuse, on entend capital minéral. Et donc si vous suivez ce que je dis, et ce que je répète, c'est que le capital minéral est utilisé pour contrer les acides métaboliques. Il est utilisé, il est puisé, si on en a pas assez dans l'alimentation. Donc si les minéraux des céréales ne sont pas disponibles, je ne vais pas pouvoir augmenter le stock, et si en plus c'est acidifiant, je vais puiser dans mon capital minéral. Et donc la structure osseuse, plus les dents. Donc ça c'est un premier constat empirique, de dire qu'avec l'arrivée des céréales, on a vu les premiers phénomènes de perte de densité osseuse, donc tout ce qui est ostéoporose, etc., caries dentaires, et puis qu'en plus ils étaient dévitalisants au niveau nutritif. Alors, c'est un aliment on peut stocker du grain. On peut le replanter, et puis on peut faire différentes associations, on peut l'hybrider, on peut le transformer sous forme de pain, sous forme de pâte, on peut même en boire sous forme de bière avec l'orge. Ça s'est très vite transformé, les céréales. C'est un aliment qui est très vite devenu un pilier de notre civilisation moderne, je dis bien de notre civilisation moderne, mais qui a été fait parce qu'il était facile à domestiquer. De la même façon qu'on a beaucoup consommé de lait de vache, parce que la vache est très facile à domestiquer et qu'on peut en tirer un maximum de produits, 30-40 litres de lait par jour, quand elle a un veau. Donc c'est aussi pour ça que ces phénomènes ont été grandissants. Il faut toujours aller voir le lien historique. Donc fromage, si vous allez en Allemagne, Käse, en latin, Caesare, César, c'est des troupes romaines qui emportaient pendant leur long voyage pour les conquêtes du fromage, parce que c'était l'aliment qui pouvait se garder le plus longtemps, par principe de fermentation. Donc, les aliments sur lesquels repose notre alimentation, ils ont une cause historique bien précise. Il ne faut pas dire on a toujours mangé de. C'est pourquoi on a commencé à en manger, pourquoi on en mangeait à tel volume. Souvent, je fais une blague de très mauvais goût, mais je la fais quand même. À un moment donné, il y avait des grandes périodes de glaciation à différents endroits de la planète. Et donc, l'homme est devenu cannibale. Je ne vais pas au bout de ma blague, du coup. Parce qu'on pourrait dire, on a été cannibale un jour, cannibale toujours. Ça paraît bête de dire ça. Mais de dire, nos ancêtres ont fait, c'est pas un argument qui est entendable. Parce que si on veut dire nos ancêtres ont fait, on revient aux chasseurs-cueilleurs, où nos ancêtres ont fait, c'est qui nos ancêtres? On est tellement brassé au niveau de la population. Les ancêtres, ils sont indiens, ou ils sont américains, ou ils sont eurasiens, ou ils sont africains. J'en sais rien. Et de quels ancêtres on parle? En tout cas, on a un système digestif qui est spécifique. Et chaque espèce animale, chaque mammifère, a une alimentation spécifique. Et l'homme n'est pas extraordinaire par rapport à ça. On dit omnivore. Donc, quand j'entends omnivore, j'entends presque poubelle. Aujourd'hui, on mange des aliments qui viennent du bout du monde, transformés, déshydratés, lyophilisés, cuits à 300 degrés, des additifs alimentaires, des hormones, des antibiotiques, tout ça ce qu'on retrouve dans la viande, on va retrouver des colorants, des émulsifiants, tout un tas de choses. Donc ça, on peut dire, oui, le omnivore, ça va.
Donc il s'adapte à beaucoup de choses, comme pas mal d'animaux s'adaptent à beaucoup de choses, de la même façon qu'on fait manger des céréales aux chiens dans les croquettes, ou les chats, ça n'a jamais fait partie de leur alimentation. Ça, on est quand même d'accord là-dessus. Vous n'avez jamais vu un chien se ruer dans un champ de blé pour grignoter du blé, ou dans un champ d'avoine. Ça n'existe pas, sauf que c'est plus rentable de faire consommer des céréales à un chien que de donner de la viande. Et en général, les produits de viande dans les croquettes sont des sous-produits animaux, des restes de cartilage, de la graisse, enfin, des choses qu'on amalgame joyeusement. Mais en gros, ça n'a jamais fait partie de la nutrition des canidés de manger des céréales. Et on en est aujourd'hui. Et ben, pourquoi on ne peut pas admettre la même chose pour l'homme que par praticité, on a introduit les céréales dans l'alimentation humaine que très récemment. Alors oui, c'est varié, oui, c'est bon, oui, on peut le préparer de plein de manières, mais si on parle de réalité physiologique au niveau du système digestif, c'est assez peu entendable. Donc par rapport au fait de la très faible présence d'amylase pour l'amidon, et puis par les facteurs intrinsèques qui ne nous nourrissent pas, ça nous remplit. Les céréales nous remplissent, ni plus ni moins. Et puis amènent du sucre, donc complexe. Après, quels sont les besoins spécifiques du corps et les apports, les nécessités du corps pour digérer correctement les amidons. Donc on a vu qu'on était en déficit d'enzymes, et puis qu'on tirait peu de bénéfices. L'amidon, si vous regardez, quand vous le mettez, vous mettez une pâte, vous mettez de l'eau sur la pâte, l'eau ne pénètre pas directement dans la farine. Il faut que vous brassiez, ça ne se mélange pas harmonieusement, il faut pétrir. Il y a des molécules qui sont très résistantes à l'eau. Et en gros, il faut 300 molécules d'eau pour hydrolyser une molécule d'amidon. Là, vous êtes en période de jeûne, je vois à qui je m'adresse, vous avez remarqué que vous buvez peu d'eau. Par contre, vous boirez plus d'eau quand vous mangez une alimentation qui est généralement cuite, donc qui contient de l'eau, ou qui a déjà de l'eau s'il y a dans les végétaux que vous allez manger. Ça tient aussi au fait que quand on consomme des céréales, on a un besoin accru en eau, puisque une molécule d'amidon réclame 300 molécules d'eau. Ça, c'est le premier constat. Donc, l'eau qu'on va boire, il ne faut pas penser qu'elle nous hydrate, elle ira essentiellement à aider à la digestion complexe de l'amidon. Par contre, dans quelles circonstances on peut digérer plus efficacement ces éléments-là? Eh bien, le grain, c'est un potentiel. On peut le dépelliculer, le raffiner, le broyer et le faire germer. Si on fait germer un grain, que ce soit du riz, où il faut 48 heures, ou du blé, il faut 24 heures, ou du petit épeautre, il faut une quinzaine d'heures, ou du sarrasin, il faut 6-10 heures. Voilà. Même si le sarrasin c'est plus une plante au niveau botanique. Bref. Le quinoa. Le quinoa, c'est plutôt 4 heures, mais là c'est une plante, plutôt la famille presque botaniquement, famille des épinards. Là on est plus sur 4 heures de germination, mais on l'a amalgamé dans les céréales. C'est pour ça qu'il faut faire une différence, on va dire, dans les cultures, ils mangent ci, ça. On est plus de l'ordre de la plante. Et donc là, on se rend compte que quand on va le faire tremper, il va se passer tout un tas de choses au niveau de la physiologie de la graine. C'est-à-dire qu'on va perdre une partie de cet acide phytique. Donc, on assimilera 50% mieux déjà avec seulement un trempage. La deuxième chose, c'est qu'on va multiplier les éléments nutritionnels, donc vitamines, minéraux, enzymes, et qu'on va casser les chaînes d'amidon en sucre simple. C'est comme si l'amidon était prédigéré. Donc le simple fait de faire tremper les céréales, de les faire pré-germer ou germer, va déjà inhiber une partie des méfaits amenés par l'amidon. Donc on est plus sur une plante en devenir que sur véritablement une graine. Donc là c'est quelque chose qui est différent. Et là c'est ce qu'on va retrouver dans les traditions ancestrales, c'est quand il y a tout un tas de préparations pour faire
la bière d'orge, on faisait germer chez les Gaulois. Pour faire le mil, on faisait germer aussi en Afrique. On faisait germer de soja aussi en Chine, enfin, même si là on est sur une légumineuse. Mais la tradition de germination est aussi très vieille. Donc on peut travailler le grain différemment pour le faire devenir une autre plante. Et là, on ne peut pas consommer un grain on va se casser les dents à manger du blé cru. Par contre, si on le fait tremper, on peut le mastiquer tranquillement, ça fera un peu un chewing-gum, une pâte. Ça fait encore plus de chewing-gum maintenant avec un taux de gluten qui est élevé, notamment dans le cas du blé, mais au moins on pourra le manger quand il est pré-germé. On pourra le manger cru, ce qui n'est pas possible à réaliser quand le grain est sec. Et c'est pour ça que déjà, c'est le simple fait, par observation, de devoir transformer l'aliment avant de le manger est une problématique. C'est-à-dire que je tue un animal, je peux manger sa chair crue, je cueille un fruit, je le mange, je cueille une noix, je ramasse une noix, je la mange. Enfin voilà, je peux tout à fait dans la nature manger directement tout un tas de choses, sauf les céréales et les légumineuses. C'est-à-dire que là, c'est vraiment une nécessité de passer par un outil de transformation. Donc là, ça s'entendrait, les céréales, par nécessité de survie, ce qui est d'ailleurs beaucoup le cas, hein, si on regarde, c'est ce qui tient beaucoup de foyers de population dans le monde, c'est-à-dire où le riz est un pilier de l'alimentation, parce que les légumes sont difficiles à avoir, et que le riz est une céréale qui s'entrepose très facilement. Mais c'est pas parce que c'est très facilement disponible que c'est des événements circonstanciels qui font que c'est très développé dans l'alimentation, puis aussi parce qu'on en fait une économie, mais c'est pas une justification au niveau de la santé humaine. Après, si on regarde justement ce riz, si on le laisse tremper dans l'eau pour la germination, on va voir qu'il y a une pellicule un peu grasse, visqueuse, qui va se déposer à la surface de l'eau. Ça, ce qu'on dit, c'est l'amidon. Donc on le voit bien, c'est pour ça qu'on conseille généralement de rincer l'eau du riz, parce que la plupart du temps pas fait, ou qu'on dit, bah tiens, j'ai un peu laissé le molle, t'as qu'à manger du riz. Ou le remède de grand-mère, t'as la gastro, bois l'eau du riz. Est-ce que l'eau du riz guérit de la gastro? Évidemment que non. Par contre, ça dépose un voile magnifique sur les intestins, une colle, qui va empêcher le nettoyage que le corps avait réclamé. Mais cette eau du riz que vous allez boire, vous la prendrez de la même manière en faisant cuire du riz. Si vous ne l'avez pas rincé, détrempé. Donc un des grands méfaits des produits amidonnés, je reviendrai sur les exceptions plus tard, un des grands méfaits des produits amidonnés, c'est de déposer un voile, une colle sur la muqueuse des intestins, qui les empêche de travailler efficacement, et qui donc empêche le passage des nutriments des aliments vers le milieu intérieur, c'est-à-dire vers le flux sanguin, pour aller irriguer les cellules. Les intestins se comportent comme un masticateur qui fait progresser les selles, mais qui les presse en même temps pour extraire le jus nutritif des aliments, pour les renvoyer par des micropores de l'intestin dans le flux sanguin, pour être filtré par le foie et redispatché aux cellules, pour faire très, très grossier. Si sur ces micropores je dépose un voile collant, j'aurai de la difficulté à laisser passer les nutriments, et je vais participer à une inflammation de la muqueuse. Et là, non seulement il y aura une inflammation, mais il y aura des micro-lésions. Donc là, on va se retrouver dans le phénomène inverse, c'est qu'il y aura des pores qui seront plus gros, qui vont laisser passer des chaînes d'informations moléculaires inadaptées dans le sang. C'est pour ça qu'on voit apparaître beaucoup de pathologies dites auto-immunes, parce qu'on retrouve dans le sang de certaines personnes des éléments qui n'ont rien à y faire, et c'est ce que Seignalé a mis en avant, quand tout ce qui est polyarthrite rhumatoïde, le cas du lupus, tout un tas de choses, c'est le système immunitaire qui se balade en sentinelle, qui voit des cellules, avec tous les guillemets que ça comporte, malades, donc c'est-à-dire avec des informations inappropriées qui ne devraient rien y faire, et qui les attaquent. Mais le système n'est pas suicidaire au point de se détruire, il voit juste des choses qui n'ont rien à y faire. Nourri quotidiennement par des aliments inadaptés. Quand on enlève les céréales les plus modifiées, les plus hybridées ou les plus dangereuses,
Donc lui signalait, il parlait blé, enfin céréales avec gluten plus maïs et millet, ben on se retrouve avec des douleurs en moins. Puisque évidemment, la seule façon qu'on a trouvée pour limiter les douleurs des maladies auto-immunes, c'est prendre des immunosuppresseurs. Donc en gros, de désactiver le système immunitaire. Donc on n'a plus de douleur, par contre la maladie continue de s'étendre de manière flagrante, puisqu'on n'a pas supprimé la cause, qui est une lésion au niveau de la muqueuse intestinale qui laisse passer les mauvaises chaînes d'information. Donc les méfaits des produits amidonnés, et là spécifiquement céréales, ce sont évidemment ceux-ci. L'autre chose, c'est tous les problèmes de congestion au niveau de la sphère ORL. Ça va être tout ce qui est pathologie inflammatoire en IT, rhinite, pharyngite, otite, enfin voilà, toutes ces choses-là. Vu que les produits amidonnés, surtout ceux à gluten, sont dits mucogènes, donc créateurs de mucus, on va favoriser la congestion au niveau de tous les canaux de circulation au niveau ORL. Donc ça va être bouché, et donc ça va devoir nécessiter des sorties de la part du corps. Donc ça peut aller du petit cérumen dans les oreilles, petit caca dans les yeux, jusqu'à des sorties plus fortes au niveau des narines, vraiment un mucus vraiment vert, visqueux, épais, collant, jusqu'à des glaires. Tout ça, c'est de la décongestion. Donc c'est pas que les céréales, parce que l'aliment qui est au moins aussi pire, même très largement devant, je dirais que c'est le lait de vache, mais les céréales y participent pour beaucoup. Donc ça, c'est les deux plus gros méfaits, c'est au niveau de la sphère gastro-intestinale, la sphère ORL, et puis derrière, par effet rebond, beaucoup de douleurs articulaires, et donc de perte de tout ce qui va être lié à la perte de densité osseuse, par effet de déminéralisation. Ça, c'est les plus grands méfaits, on va dire, des céréales. Après, on va passer à une autre catégorie d'aliments amidonnés, ce sont tout ce qui est tubercules, racines, si on parle en France, la pomme de terre. La pomme de terre, on va faire un petit cours d'histoire, donc c'est pas du tout européen. Ça vient des Amériques. Et puis là, c'est quelqu'un, on va dire, ça a du mal à en prendre, on a ramené ça, mais ça a du mal à prendre en France. À admettre de faire manger aux gens ces tubercules. La population n'en voulait pas. Donc on a dû passer par des moyens de filou. Et donc là, c'est passé pas loin d'ici, c'est passé à la faculté de Besançon. Il y avait le docteur Parmentier, son nom doit vous évoquer quelque chose, qui a dit, pour que les gens mangent... Alors lui, il avait fait tout un tas d'études sur la pomme de terre. Et puis évidemment, une étude, il fait dire un peu ce qu'on veut, surtout quand c'est nous qui l'ordonnons puis qui l'analysons. Donc il a dit, les pommes de terre, c'est super bon. Mais bon, les gens étaient quand même un peu sceptiques, donc ça passait pas. Donc lui et puis d'autres personnes ont décidé de planter un immense champ de pommes de terre, enfin plusieurs champs de pommes de terre, gardés par des soldats toute la journée. Et non gardés la nuit. Donc les gens se sont dit, si c'est gardé, c'est que ça doit être vachement précieux. Donc la nuit, on va voler, puis vu que ça donne des germes, on peut replanter. Et voilà, en fait, comment ça s'est passé, la diffusion de la pomme de terre en France, notamment. Donc ça a donné après le hachis Parmentier, il est très connu Parmentier pour ça. Donc au départ, la pomme de terre, c'était un truc qui n'était pas accepté, qui n'était pas du tout endogène, et on a dû ruser pour le diffuser, puis après ça s'est propagé, puis c'était vraiment l'aliment typique du pauvre, parce que ça pousse, on peut en récolter avec une pomme de terre, on en fait 15, enfin bref, c'est assez bénéfique pour ça cale bien, on peut en faire plein de recettes, bref. Sauf que si vous faites tremper des pommes de terre dans l'eau, ou si vous les faites cuire dans l'eau, vous voyez aussi cette pellicule un peu gluante qui remonte à la surface de l'eau. On est en face du même amidon. Le même amidon qui englue les intestins et qui dépose de la colle. Et là, c'est là l'exception avec les... C'est pour ça que moi je le classe dans les aliments de compromis, parce qu'il faut faire des compromis. Parce qu'on peut trouver des modes de cuisson pour casser un petit peu cet amidon, notamment la cuisson au four. Alors tout ce qui va concerner les ignames, toutes les racines d'où que ça vient, parce que maintenant il y a beaucoup de... d'ailleurs l'igname on le voit quand on le coupe, c'est vraiment gluant, visqueux. On le voit que c'est hyper amidonné, donc ça va se comporter de la même façon dans les intestins, déposer cette colle-là.
Alors, c'est toujours toute la plupart des recettes, c'est de faire cuire à l'eau. Mais bon, vous doutez bien que c'est pas bien de faire cuire au four parce que on déstructure tout un tas de choses avec la cuisson, notamment, enfin, à plus forte raison quand on est au-delà de 90-110 degrés. Mais la cuisson au four, elle a cet avantage, entre guillemets, de casser l'amidon et de le griller. C'est pour ça que des fois on me dit bah, les céréales, machin, on me dit, bah, faites griller votre tranche de pain de petit épeautre, ça sera moins pire, on va dire, par exemple. Et donc là, si on fait cuire les patates, vulgairement parlant, les patates au four, c'est mieux que de les faire à l'eau. L'amidon se comportera différemment, c'est patates grillées. Et moi, par exemple, ce que je dis, c'est plutôt parce on se retrouve des fois avec des plats où il y a pommes de terre plus pain. On pousse, là, on est dans le haut doux, ça va être fromage, pommes de terre plus pain, beaucoup de pain. Donc là, c'est total, évidemment qu'on est lourd après, qu'on est bien calé. En général, il y a un petit verre de vin qui va par là-dessus. Bref. Mais du coup, là, on se rend compte que c'est colle plus colle plus colle. C'est sûr qu'on ne va pas avoir la diarrhée après. C'est vraiment... D'ailleurs, c'est drôle hein, de voir comme on appelle en argot, enfin par chez moi, on appelle la concoyote, on appelle ça de la colle, hein, d'ailleurs. Enfin, bref. Et donc on le sait, en fait. De la même façon que le gluten de blé était utilisé dans les années 20-30 pour coller le papier peint. Donc ça a bien des effets de colle, ces choses-là. Donc ça vient se manifester de la même façon dans les intestins. Donc les tubercules racines en aliments de compromis, quand c'est grillé, oui. Moi, ce que je recommande à certaines personnes, je dis, bah, tu coupes une bonne pomme de terre en deux, tu la fais griller au four et tu t'en sers comme pain, comme si tu voulais pousser tes aliments et tu manges la pomme de terre comme ça. Ça, pourquoi pas. Mais on fait une telle surconsommation de produits amidonnés, de céréales et puis de légumes racines que c'est trop. Alors il y a des aliments qui le sont moins, comme la patate douce, si vous regardez, c'est pas la même structure déjà que la pomme de terre. Ça se cuit moins longtemps, c'est plus friable, c'est un autre goût, enfin bref, je classe ça encore, c'est un aliment de compromis mieux. Il y a le panais aussi, on va voir qu'il y a un aliment à lui donner. Et puis on classe souvent aussi dans les produits amidonnés la banane. La banane, et puis il y a la châtaigne aussi. Donc là c'est plutôt des amylacées. Moi je les place entre les bons aliments et les aliments de compromis. Alors la banane mûre, il n'y a pas de souci, parce que l'amidon est transformé. Mais la banane non mûre, bah, tout ce qui est non mûr est non destiné à la consommation, pas par essence. Et donc c'est la châtaigne et la banane, pour moi il n'y a pas de souci, c'est déjà un très bon aliment. C'est sûr qu'il y a un immense écart entre la châtaigne et les bananes et le blé moderne. Donc c'est des produits qu'on appelle amidonnés, mais qui ont, moi j'en fais en trois classes. Je mets les amylacées, les légumes racines et les céréales. Le problème en plus des céréales modernes, je ne l'ai pas évoqué, mais alors on peut prendre le temps, c'est leur hybridation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les céréales sont devenues tellement importantes dans l'économie mondiale, puis présentes dans la nourriture des gens, c'est-à-dire que le matin, on peut prendre des céréales, plus une tartine, plus une barre de céréales à 10 heures, plus du riz le midi avec du pain, au goûter, se reprendre pareil, une petite barre de céréales, et le soir, manger des pâtes. Voilà, on a mangé 5 fois des céréales dans la journée, et même plusieurs fois, des fois dans un repas. Ou alors des pommes de terre, ou quand on aurait de l'amidon. Quand on me dit on a beaucoup mangé dans l'histoire de l'humanité, je dis jamais dans telle proportion. Jamais, jamais dans telle proportion, on mangeait 5 fois un aliment qui est non physiologique dans la journée. Alors le pire, c'est le muesli de céréales dès le matin, plus une tartine de pain grillé, raffiné, blanc, donc là, très compliqué, avec du sel. Donc c'est très très compliqué d'avoir tout ça dans l'alimentation. Et donc aujourd'hui, cette demande du consommateur pour ces... Alors qu'il pense bien faire, parce que c'est recommandé par la diététique classique, cette demande du consommateur fait qu'il y a un énorme besoin en production. Et donc pour satisfaire ces besoins en production, on cultive les céréales non plus pour leur facilité de digestion, mais pour leur rendement. Le rendement à l'hectare, la conservation, le fait de résister aux intempéries, le fait de résister aux attaques, aux maladies. Donc en fait, on hybride les céréales pour avoir des choses exploitables d'un point de vue industriel, mais pas au niveau de la digestibilité. C'est ça le grand problème. Et si on parle du blé spécifiquement, parce qu'en Europe c'est la céréale dominante, dans les années 70, il était une teneur en gluten de 6-7% en teneur en gluten, avec 7 paires de chromosomes au niveau de son génome. Aujourd'hui,
on est sur des variétés à 20 voire 25% de gluten et 21 paires de chromosomes. Donc, ce qui est énorme. On voit bien, on parle d'altération génétique. Il y a une altération sur un chromosome, on voit bien qu'il y a un problème. Et là, on a triplé les paires de chromosomes sur le blé. Donc, on devrait lui donner un nom chimique à ce grain, mais pas l'appeler blé. Sauf que si on ne regarde pas au microscope, on ne voit pas la différence. Par contre, on voit la différence dans les champs où le blé il est gris, terne. Les blés dorés, il faut les chercher encore. Donc, en gros, les céréales modernes, si on n'est pas sur des variétés anciennes, non seulement ne sont pas consommables, mais sont très préjudiciables à la santé. Et quand on parle de problème de gluten, c'est problème de gluten de blé moderne. Je serais tenté de dire, parce que les variétés anciennes provoquent beaucoup moins ça. Moi, je vois les céréales comme un potentiel à la fois de vie et de mort. Potentiel de vie, parce qu'on a retrouvé du kamut, donc une céréale très ancienne, voisine de l'orge ou du blé, plus de l'orge, dans les pyramides égyptiennes, donc vieux de 2-3 000 ans. C'était stocké là même. Et on a pris ces céréales, on les a fait tremper, elles ont germé. Ça paraît incroyable, mais pour ça, pour moi, c'est un vrai potentiel de vie. Mais du coup, on peut en faire plein de choses. On peut en faire de la germination, de l'herbe, de blé, du pain SN, comme un aliment hyper trafiqué, puis une espèce de bouillie collante qui va venir le déstructurer. Donc ça peut être ou un aliment biogénique qui apporte la vie, ou un aliment biocidique qui détruit la vie. Donc, le grain céréalier, pour moi, il a un potentiel, et c'est encore une fois le libre arbitre de l'individu. Et même si on voulait les faire cuire, au minimum du minimum, apporter une notion de trempage. Alors évidemment, si le produit est déjà préparé, j'allais dire c'est cuit, sans jeu de mots, c'est trop tard. Et là, on se retrouve face à une problématique de ok, c'est bon, ok, ça remplit, mais ça amène irrémédiablement un problème à travers tous les facteurs que j'ai évoqués. Et puis quand on fait de devoir s'hydrater plus, et puis ça remplit tellement qu'on a moins de place dans le bol alimentaire pour d'autres aliments, notamment les légumes. Mais on peut tout à fait se passer, tout à fait se passer de céréales de l'alimentation. Et on voit que c'est à ce point complexe à digérer que les préparations pour bébés, alors sur les animaux, vaches, en poudre, qu'est-ce qui est dedans? La maltodextrine de maïs. Alors on a transformé le maïs, parce qu'en fait, il est en biberon, là ça passe même pas par la salive. Il n'y a pas de maturité du système digestif. C'est qu'en fait, les céréales sont indigestes pour les bébés. Mais ils ne sont pas indigestes pour les bébés, ils sont indigestes pour les humains. Et c'est qu'on est obligé de bricoler chimiquement, de déstructurer, de casser, pour le rendre compatible. Et ce maïs-là, il sert aussi comme épaississant gastrique, ce qui permet aussi les reflux, et puis ce qui compresse bien le bébé, mais ça c'est une observation que vous pouvez faire. Le bébé il est nourri au sein de sa mère, il y a très peu de chances qu'il ait du mucus au coin du nez. Dès l'instant qu'il y aura une transition, alors bon, il y aura le lait de vache, plus forte raison, mais c'est surtout la présence de maltodextrine de maïs qui provoquera des écoulements nasaux. Puisque là, c'est ce que je disais au tout début de l'intervention, création de mucus et puis rejet du produit qui est inadapté pour l'organisme. Donc là, ça fait ce qui fait de la préparation pour bébé presque le pire aliment qui soit. C'est dommage, c'est donné au tout début de la vie. Et généralement, maintenant de plus en plus, c'est donné pas au tout début de la vie, au début de la vie. C'est-à-dire le bébé sort de sa maman, et il n'a pas droit à la tétée, il prend directement un aliment qui est absolument non physiologique. Tout est atomisé, le lait est atomisé à 300 degrés, tout est déstructuré, et on met des céréales déstructurées. Donc c'est des aliments morts, chimiquement modifiés, sur lesquels, vu qu'on a tout détruit, on a rajouté des vitamines et des minéraux de synthèse, donc non assimilables par l'organisme. Ça fait un mauvais départ pour le système digestif, et ça se voit parce que ça sort partout, et ça sort surtout sous forme de diarrhée très malodorante, alors que des selles de bébé qui sont nourries au lait maternel, il n'y a pas d'odeur, et la texture est relativement différente. Donc c'est plutôt, on a le droit de ne pas considérer les arguments théoriques,
En revanche, par empirisme, on voit bien qu'il y a un dysfonctionnement. Et toutes les choses que je vous ai dit, tiens, t'es un peu laissé de liquide, prends du riz, prends l'eau du riz, donc ça veut bien dire que ça amène de la colle. Et donc si on colle quelque chose, c'est qu'on n'amène pas d'échange à cet endroit-là. Donc voilà en résumé ce qu'on pourrait dire sur tout ce qui est produits aminés, qu'ils soient céréales, qu'ils soient tuberculeux ou qu'ils soient fruits. Voilà, donc qui ne sont pas des choses spécifiques à l'alimentation humaine, qui pourraient être dans certains cas des aliments de compromis, mais qui ne sont surtout pas un pilier de l'alimentation moderne.